avec Couronne Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du samedi 23 janvier 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors ce matin, nous allons nous intéresser à une invention. C'est une invention donc pour l'air pur, pour purifier un petit peu l'espace dans lequel nous sommes, particulièrement en cette conjoncture sanitaire très difficile. Aussi aujourd'hui au niveau de la wilaya de Béchar, de l'université de Béchar particulièrement, l'Académie de la jeunesse algérienne organise le Forum national de la sécurité qui est marqué par le rôle des institutions, de la société civile et des médias dans l'activation du partenariat communautaire afin de sensibiliser à la sécurité pour faire face aux défis régionaux. Nous retournons donc avec l'un des représentants de ce forum ce matin. Du côté de Béjaïa, Miss Béjaïa a été élue. Elle sera parmi nous ce matin pour nous parler de cette distinction. Toujours à Béjaïa, Samira Hadjamar, dans sa rubrique, va s'intéresser à un mathématicien. Il s'agit du mathématicien Fibonacci. Et aussi, nous aurons parmi nous place à l'art, place à la musique, place au violon ce matin, puisqu'un jeune violoniste, un étudiant, sera parmi nous, lui qui a fait sortir son nouvel album. Nous terminerons l'émission en compagnie de Meissa Belarossi comme à l'accoutumée. Elle nous parlera de l'importance de l'apprentissage des langues aux enfants, mais surtout aux enfants à un âge très jeune. Donc quelles sont donc les astuces, quels sont les outils avec lesquels donc on doit s'armer pour faire un bon apprentissage des langues à nos enfants. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Fariel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Friel. Bonjour à vous. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Alors hier, le vent a soufflé quand même. Exactement, un sommeil agité par le vent. Ça a été un sommeil agité, vent, pluie, la totale. Et voilà, et donc là, pendant notre chemin vers la télévision, on a eu quand même droit d'être accompagné avec quelques pluies. À des fines pluies, exactement. Un peu plus de détails? Oui, on y va. Allez, allons-y. Tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, nous avons eu des pluies assez marquées sur l'ensemble des régions côtières, accompagnées aussi de vents assez forts, atteignant parfois les 50 km/h sur pratiquement l'ensemble des régions côtières comme prévu par Météo Algérie. Aujourd'hui, nous aurons encore une fois un temps venteux avec quelques faibles pluies. Il pleut à Alger, ça va continuer au courant de la journée. Météo Algérie prévoit un ciel variable sur l'ensemble des régions du nord du pays. Un temps passagèrement nuageux vers l'est, le maintien d'un temps venteux près des côtes ouest et centre. En revanche, sur la partie sud, rien à signaler, le temps restera calme et dégagé pratiquement partout, excepté vers le nord-sahara, le sud des oasis, où quelques petits nuages s'accrocheront encore aujourd'hui. Les températures, les voici en légère baisse, les maximales au nord, surtout à l'intérieur du pays, 12 degrés pour Batna El Beyod, un minimum de 11 degrés à Djulfa. Même chose pour Elizane Chlef, 20 Tlemcen, c'est le maximum vers le nord, 28 pour l'extrême sud, entre 24 et 25 au Sahara central, 21 pour Béchar, un minimum de 18 degrés sur la partie sud cet après-midi est prévu à Hassim Saoud et enfin 22 pour Elizi. À présent, place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer forte sur l'ensemble des côtes avec des vents assez forts qui varient généralement entre 50 et 60 km/h près des côtes ouest, entre 40 et 70 km/h près des côtes centre et enfin entre 40 et 50 km/h près des côtes est.
Avant de nous quitter, place ce matin à l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, le temps sera mitigé. Le soleil l'emportera généreusement à Niamey, à N'Djamena, Khartoum, au Caire aussi, avec 33 degrés côté température au Caire. Même chose pour Khartoum, N'Djamena jusqu'à Niamey. Un ciel souvent voilé à l'Aïoun occupé. Un temps dégagé aussi pour Tripoli. Côté température, prévoyez 31 degrés à Nouakchott et enfin 18 à Tripoli. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h04. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du ciel. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Friel, pour ces nouvelles. On vous retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, du 19h aussi. Voilà. Et puis, nos téléspectateurs, prudence dans les rues, surtout dans la route. Surtout, Exactement. et puis dans les mers, voilà, pour ceux qui prennent la mer. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Friel. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure. Et comme à l'accoutumée, nous commençons l'émission avec une pause musicale. Cette fois-ci, ce sera en compagnie du regretté Rachid Taha qui nous fait cette très belle reprise. Donc, du regretté aussi d'Ahmed Harachi. Et de retour sur le plateau, comme je vous le disais ce matin, une invention donc au profit des ménagères. Cette fois-ci, en ces temps de conjoncture quand même assez difficile, de conjoncture sanitaire assez difficile, un appareil qui permet la désinfection de l'environnement. Pour en parler ce matin, avec nous, Monsieur Nabil Khalfaoui, bonjour. Bonjour. Alors, on vous reçoit habituellement, mais on vous reçoit en tant que coach en développement personnel. Entre autres. Aujourd'hui, ça va être un autre profil, finalement. Oui. On va vous recevoir en tant qu'auteur, romancier, essayiste, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et parmi nous ce matin également, Monsieur Mourad Boulachfar. Boulachfar. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur et donc c'est vous qui avez inventé un petit peu cet appareil. Alors, on se demande bien quel est peut-être le rapport entre un ingénieur et un auteur, et pourtant le rapport est très, j'ai envie de dire, rapproché, n'est-ce pas? Absolument, oui. Alors? Absolument. Ben, en fait, l'idée elle est venue de mon dernier ouvrage que j'ai écrit pendant le confinement, Air Pur. C'est l'anagramme de Rassemblement populaire d'Union républicaine. Mon héros dans le livre était parti sur l'idée de créer un parti politique, voilà, qui pouvait rassembler toutes les énergies positives. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et l'histoire se passe en 2070. Ah, dans l'avenir. Oui, tout à fait. Donc dans 50 ans, avec sa petite fille Sophia, donc, qui existe réellement, hein, donc, qui est née en 2020 et qui a 50 ans donc en 2070. Et lors de cet anniversaire donc, de ce papy qui a 100 ans, sa petite fille vient l'approche et puis le temps d'un temps, elle lui demande de relater vraiment l'histoire algérienne des 50 dernières années, et notamment toutes les péripéties liées au Covid-19, à la pandémie que nous avons vécue, etc. C'est ce qui a marqué le siècle d'ailleurs. Oui, c'est ce qui a marqué. Je pense que ça va tous nous marquer. Et donc il lui relate vraiment toutes les possibilités que notre nation a mis en place pour pouvoir sortir de cette pandémie, de ce phénomène, toutes les astuces, toutes les énergies qui ont été élaborées à travers des outils nouveaux, notamment ceux qui sont là aujourd'hui. Et donc on était parti dans une fiction. Et mon imaginaire m'a poussé à écrire et à imaginer des solutions matérielles qui se sont avérées possibles et que nous avons élaborées avec mon ami Mourad de façon claire et positive à travers des éléments que vous voyez et d'autres aussi. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Donc, pendant ce laps de temps où il lui relate l'histoire algérienne, en attendant les invités, il lui relate aussi toutes ces possibilités liées à la connaissance, à toute cette énergie qui s'est mise en place à travers cette volonté politique qui a été de concentrer vraiment toutes les énergies, à travers des éléments comme l'écologie, l'environnement, l'éducation, qui sont vraiment les bases, la clé de voûte de notre nation du futur. Il est évident qu'en ayant tracé vraiment en ayant fait un arrêt sur image,
il était évident pour nous que on ne voyait pas l'avenir d'une façon sereine. Il fallait investir un nouveau cadre de vie, faire la promotion vraiment de cette jeunesse riche, qui est là, qui est en attente, qui est ce possible, qui est très intelligente. Et les éléments et les politiques dans cette fiction ont mis tout en œuvre vraiment pour donner la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer, de collaborer et de mettre en place des outils nouveaux, futuristes. C'est ce qui fait que notre nation, dans les 50 ans à venir, est une des plus grandes nations au monde. Voilà, alors parmi ces outils, donc nous avons déjà un outil que vous avez mis en place, hein, mine de rien déjà, Absolument. donc on ne va pas attendre les 50 ans, on ne va pas attendre 2070. Non. Et donc, monsieur Mourad, justement, là nous avons deux appareils, et ce sont des appareils justement qui ont été mine de rien décrits dans la fiction. Absolument. Et qui sont là pour de vrai. Oui. Alors parlez-nous un petit peu de cette invention. Bon, tout a commencé avec le premier confinement du mois de mars. On était tous confinés chez nous, on a cessé toute activité. Et du coup, j'ai commencé à penser, avant d'exposer l'idée à M. Nabil, donc ça a débuté de 3 mois d'avance, j'ai commencé à réfléchir, à participer dans la lutte qui a commencé contre ce phénomène de pandémie. Donc je me suis penché sur, d'abord pour construire un tunnel de désinfection pour aider les gens à se désinfecter devant les hôpitaux, les établissements et tout ça. Et puis comme l'État avait interdit les fameux tunnels qui ont été construits la première fois, à cause des produits chimiques qu'ils utilisaient. Effectivement. Donc il s'est avéré qu'il y avait des effets secondaires par la suite. Exactement. Donc je me suis tourné pour chercher un nouveau produit qui n'est pas nocif à la santé. Donc notamment j'ai trouvé que l'ozone, c'est un élément qui est dans la nature, que tout le monde entend le mot ozone, mais on ne sait pas qu'il y a des vertus et qu'il y a des avantages à cette molécule-là. Pardon. Vraiment extraordinaire. C'est un produit naturel qui apporte des solutions à beaucoup de problèmes de santé. Donc il est un viricide très puissant, il tue pratiquement tous les virus qui existent. Il est bactéricide, il tue toutes les bactéries qui existent, peu importe la nature de la bactérie. Et aussi, il est un désodorisant. Donc, il décompose les molécules des odeurs. Et aussi, il tue les champignons, les moisissures. Il entre notamment dans l'agriculture, l'élevage des volailles, l'élevage des animaux. Donc, c'est un produit méconnu pour nous, mais vraiment, il était... Donc, je me suis étonné comment on est passé à côté de ça. Dans cette pandémie, on n'a pas réfléchi à ça. Donc je me suis mis à travailler, donc j'ai sorti une première invention, je dirais. Je l'ai appelée une armoire multifonctionnelle de stérilisation à l'ozone. C'était une armoire qui regroupait plusieurs fonctions. Donc on pouvait désinfecter nos habits. Donc j'ai pensé au début à la mettre dans un bloc laboratoire. Là on fait des opérations chirurgicales. Donc lorsqu'on termine l'opération, les médecins peuvent enlever leur blouson et les désinfecter dedans. Donc elle diffuse du gaz ozone sur des parois pour désinfecter la chambre, stériliser la chambre d'opération. Et aussi, il y a un coin où on peut mettre les mains pour désinfecter les mains sans solvant, sans aucun produit chimique. L'ozone, c'est un produit qu'on peut fabriquer sur place avec une machine électronique. Donc on le fabrique. À partir de la matière première, c'est l'air ambiant, c'est l'oxygène qui se trouve dans l'air ambiant. Après, l'air ambiant se décompose, l'oxygène se décompose en un atome O1. Donc il se recompose en O3. O3, c'est l'élément ozone qui désinfecte et purifie l'air. Après 20 minutes, il se recompose en oxygène, donc il ne reste pas de résidus. Donc c'est un travail vraiment miraculeux. Il fait son travail, il disparaît. Il ne laisse pas. Très écologique, en fait. Exactement, Très écologique. exactement. Alors justement, donc là, nous avons sur le plateau deux appareils. Donc quel est un petit peu le principe de fonctionnement de ces appareils, particulièrement pour les ménages? Oui, on en a construit plusieurs avec M. Nabil. C'est Nabil qui imagine et moi je fabrique. Donc, voilà. Il est modeste, il est modeste. Nous avons la matière grise et nous avons donc, les chevilles ouvrières. Voilà. Okay. Donc voilà, c'est un petit appareil pour le ménage. Il est très intéressant.
intéressant du moment qu'on peut l'utiliser pratiquement dans beaucoup de choses à la maison. D'abord, pour les femmes ménagères, elles peuvent remplacer l'eau de javel qui abîme les mains. Donc, il y a un tuyau là, on le met dans une bassine d'eau. Oui. On a un minuteur, on l'actionne pendant par exemple 10 minutes, ça dépend de la quantité d'eau utilisée. Après, cette eau-là, elle va être stérilisée et elle va contenir de l'ozone, des molécules d'ozone. Donc on va mettre les fruits, les légumes, la viande, tout ce qu'on veut désinfecter. On peut les laver, donc elle va les désinfecter des virus, des bactéries, des champignons, de tout ce qu'il y a dedans. Et aussi, le plus important, elle va décomposer les pesticides qui sont collés sur les fruits. Donc tu vas avoir un fruit bio vraiment naturel à 100%. Et sans abîmer les mains. Très bien. J'aurais peut-être une question un petit peu anodine. Donc, une fois que cette eau est désinfectée, donc peut-être qu'on mettra pas des aliments particuliers dans cette eau, mais est-ce que l'eau, par exemple, une fois désinfectée, une fois purifiée, est-ce qu'elle sera potable pour l'eau qui n'est pas potable, par exemple? Oui, c'est l'ozone, il est utilisé dans la purification d'eau. Il y a des grandes stations au monde qui purifient l'eau à base d'ozone. Vraiment, ça donne la meilleure qualité d'eau qui puisse exister. Il ne laisse rien derrière lui. Et aussi, il y a une chose, les stations classiques qui désinfectent l'eau, elles n'éliminent pas les métaux lourds. Ben, l'ozone décompose les métaux lourds, donc il ne laisse rien du tout. C'est naturel et ça disparaît au bout de 20 minutes, donc ça ne laisse pas de traces. Donc au bout de 20 minutes, c'est quand même un temps record, hein, particulièrement pour les ménages qui veulent bien finir très vite les tâches ménagères. Voilà, nous qui achetons des légumes, des fruits et tout, vous savez très bien qu'ils passent de main en main, et qui véhiculent des tas de bactéries. Là, vous arrivez, vous avez une bassine pleine d'eau, plongez le tuyau, et au bout de quelques minutes, tous vos produits, tous vos aliments, enfin fruits et légumes en tout cas, pour la plupart, ils sont désinfectés. Ça vous évite de toucher à la javel et autres produits. Moi j'ai déjà vu des gens laver leurs fruits avec du liquide vaisselle. Effectivement. Donc, particulièrement cette conjoncture. Hein. Ouais. Donc là, vraiment, on a envie de tout désinfecter. Et donc ça, c'est le produit pour le ménage. C'est le produit domestique. Et vous avez un produit qui est là. C'est un appareil de désinfection de surface. On va dire. Voilà. Il est exceptionnel parce qu'il va pouvoir désinfecter de grandes surfaces. Notamment, alors par exemple, les coquilles sont ici, vous avez exactement le même fonctionnement, un minuteur, et sa fonction est de désinfecter toutes les surfaces. Vous avez tout ce qui est germes, microbes, virus, etc. vont être éliminés, et en plus de ça, ça détruit les mauvaises odeurs. Donc c'est très bien pour les hôpitaux, pour les blocs opératoires, pour les hôtels, etc. Évidemment, il y a des appareils plus grands pour les aéroports, etc. Et pour les avions, notamment, parce qu'il y a des avions qui font le retour. Ça évite de rapporter avec soi d'un autre pays donc des virus, autre chose, notamment le Covid-19. Parce que ça tue le Covid-19. C'est pas un appareil médical, ça ne soigne pas le Covid-19. Les personnes qui sont malades. Ça purifie, ça désinfecte. Exactement. Voilà. On est d'accord, on ne fait pas le mélange. Donc c'est un appareil qui va désinfecter. Donc par exemple, dans un avion, vous avez un appareil plus petit, que vous branchez simplement, vous laissez 10 minutes, un quart d'heure, et votre avion est désinfecté. Un bloc opératoire. Avec cet appareil-là? Avec cet appareil-là. Un bloc opératoire, pareil, que lorsque vous arrivez dans un bloc opératoire, vous savez que dans un bloc opératoire, les gens viennent, se font soigner, et la plupart du temps, ils repartent avec des maladies nosocomiales. Là, tous les ustensiles, les appareils et la chambre, enfin, le bloc opératoire lui-même va être désinfecté à 100%. Ce n'est pas nocif pour l'homme. D'ailleurs, on va le mettre, on va l'utiliser d'ailleurs dans une clinique. Là, il faut savoir aussi qu'on a fait un don pour un hôpital tunisien à Sejbel. Voilà, c'est un hôpital qui a été construit par les habitants. D'accord ? Je termine rapidement. C'est un hôpital qui a été construit par les habitants et on leur a proposé de leur fournir et un sas de désinfection. C'est un sas où vous allez rentrer, vous allez rester 10 secondes et c'est un gaz sec, il n'est pas mouillé, il ne s'est pas mouillé, rien du tout. C'est quelque chose de totalement naturel, j'insiste sur ça, il n'y a pas de produits chimiques. Et lorsque vous allez arriver, 10 secondes après, vous allez passer de l'autre côté du sas, vous allez être désinfecté. C'est des appareils qui sont notamment destinés aux aéroports, etc. Et vous avez la borne aussi, c'est une borne où vous allez plonger vos mains, d'accord, votre téléphone, vos clés, etc. Ils vont être désinfectés à 100%. Très bien. Alors justement, donc là quand même on voit que
c'est carrément une invention, donc c'est une nouvelle façon de voir les choses. Oui. Est-ce que ce travail a été breveté ou pas encore? Oui, j'ai déposé un brevet le mois de juin 2020. Donc j'ai eu mon attestation de dépôt de brevet en mois de juin. C'était pour l'armoire de stérilisation multifonctionnelle. Donc elle regroupe tous ces appareils-là en un seul appareil. En un seul appareil. Voilà, nous étions en train de le voir d'ailleurs tout à l'heure à l'antenne. Alors avant de se quitter, peut-être vos prochains projets. Comment vous comptez, par exemple, commercialiser tout ça? Comment vous comptez faire connaître un petit peu vos produits et Écoutez, puis vos projets? Alors le but premier de cette entreprise, l'entreprise Antares, qui a été conçue avec Mourad et 5 associés qui sont en France. Donc vous avez 5 associés donc, qui sont d'origines diverses. Vous avez un Tunisien, vous avez un Indien, vous avez un Français, vous avez une Algérienne et aussi un autre Français aussi. Vous avez un Marocain aussi. Et ensemble, nous avons décidé de construire ce projet pour valoriser l'intelligence de nos pays respectifs, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, promouvoir cette idée chez nous, favoriser vraiment à travers la commercialisation de ces produits l'idée qu'on a derrière, c'est-à-dire de construire de nouvelles idées, de propager de nouvelles façons de penser, éducatives, etc. L'idée, c'est de promouvoir vraiment notre intelligence ici, dans notre terroir. Voilà. Et de créer de la richesse. Très bien, ben, merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Nabil Khelfaoui, vous êtes alors coach en développement personnel. Déjà, on vous connaît déjà en tant que coach, vous êtes auteur, vous êtes romancier et vous êtes aussi donc, le gérant de cette entreprise. Vous étiez parmi nous aussi Mourad Bouleshfar, donc, et c'est vous, donc l'ingénieur de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors, on continue le programme de cette matinée. Alors, 2 à 3 fois par semaine, nous allons vous proposer un petit voyage. Ce sera un petit voyage dans quelques stations de Bonjour d'Algérie. Vous savez que Bonjour d'Algérie existe depuis déjà 21 ans. Nous avons eu des plateaux très intéressants, des reportages très intéressants et à chaque fois, nous allons essayer de vous faire revivre ces moments. Alors pour cette fois-ci, Sabrina Khalifi, qui elle donc s'occupe de Il était une fois Bonjour d'Algérie, a choisi un extrait. Donc un extrait d'un invité italien, Andrea Serge, qui était venu parler de son film La Petite Venise, qui a été donc présenté à l'occasion du Festival international du cinéma d'Alger. Je vous propose un petit retour donc sur cette interview et on se retrouve juste après. C'est une histoire très dure parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une femme chinoise qui, comme beaucoup de femmes chinoises, des femmes émigrées, et pas seulement chinoises, cherche de construire un futur pour son fils à l'étranger. Et alors, c'est un film sur les mères qui voyagent pour donner un futur à son fils. Et voilà, elle rencontre des difficultés, des problèmes, mais elle rencontre aussi un homme qui est un peu pêcheur, un peu poète. Et entre les deux commence une amitié qui est une amitié pas trop facile dans le petit village. Ah ben voilà, on est déjà sur le plateau et Samira Hadjamar vient de nous rejoindre. Samira, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Alors cette fois-ci, ça ne va pas être un coup de cœur pour Alger. Non. On va aller quelque part en Algérie, du côté de l'Est particulièrement, pas très loin. Oui, à Béjaïa. À Béjaïa. Béjaïa, c'est à 220 km, je crois, d'Alger. Voilà, environ. Voilà, très belle ville, très belle wilaya. Magnifique. La mer, les montagnes, Magouraya, elle est connue pour le congrès de la Souma, mais elle est connue pour beaucoup de choses. Comptoir phénicien, vandal, byzantin, les Hammadites, on pourrait dire des milliers de choses.
Euh, Juste à l'époque romaine, on l'appelait Civitas Saldita. Je sais pas, je n'ai réussi jamais. Alors aujourd'hui plus. Je n'ai réussi jamais, parce que j'ai moi un non coup de plus, froid, alors je je préfère- m'excuse. Non, je m'excuse parce que j'ai aussi un coup de froid, donc c'est difficile de parler. Et pourtant, tu es là. Oui, je suis là. Donc on la connaît aussi pour Saldea. Elle a un nom berbère, c'est Bgayet, voilà. Ibn Khaldoun l'a transcrite en Bgayet. Il a rajouté un B, ça peut être aussi un V, Bgayet. Elle peut être prononcée de mille manières et tout ça résume en fait toutes les, on va dire, les civilisations qui y sont passées. Alors, au Moyen-Âge, et c'est très important, elle était connue, très connue même, pour la cire Effectivement. oui, de haute qualité, qui était qu'on achetait de Béjaïa, d'où le nom de bougie. Alors cette cire, elle était en Europe, mais aussi en Occident. Donc pour te dire, le commerce fonctionnait très très bien à Béjaïa. Oui. Voilà. Bah, c'est une terre d'histoire, c'est une terre de préhistoire aussi. Des grottes, on a retrouvé la trace de l'homme dans les grottes, l'homme de la préhistoire dans les grottes de Béjaïa. Voilà. Mais il y a aussi énormément de personnalités qui y sont passées. Il y a Ibn Khaldoun, il y a Léon l'Africain, il y a Sidi Boumediene, il y a l'Idrissi, le géographe. Et l'Idrissi, elle est citée depuis des siècles et des siècles. Alors, effectivement, Bougie aussi, on l'appelle, Béjaïa aussi, on l'appelle la petite Mecque d'ailleurs, Samira. Oui, Vu les saints patrons qui sont enterrés, le nombre, j'ai envie de dire, de saints patrons qui sont enterrés à Béjaïa. Il y en a même ceux qui disent qu'il y a 100 saints patrons si on compte Imaguraya comme une sainte patronne. C'est une sainte patronne d'ailleurs, la forme des montagnes, c'est Imaguraya, on ne peut pas le renier. Voilà. Et donc c'est une ville, comme tu viens de dire, de lumière, de science, de spiritualité, d'art aussi, puisqu'il y a il y a Cheikh, par exemple, Sadr Bjawi, qui est très connu dans la musique andalouse. Il y a une casbah, enfin, Béjaïa, c'est vraiment un centre, un pôle culturel, artistique, d'histoire, de préhistoire. Bref, voilà. Il y a eu un président en exil, Gomez Texera. Exactement. Oui. Et quand il a quitté son pays, il a quitté la présidence de son pays, s'y est exilé. Il y a une ex-ministre de la Culture, Madame Labidi, qui en a fait un film, un documentaire. Voilà, actuellement, elle est sénatrice, je crois, ou députée. Et il y a même son buste qui existe jusqu'à présent et la chambre dans laquelle il a séjourné son fils, le fils de Texera Gomez, l'a loué tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, c'est comme un musée finalement. On peut carrément aller visiter la chambre dans laquelle il a séjourné. Exactement. Il y a l'archiduc Luis Salvador Habsbourg aussi qui a légué un carnet de voyage qui est très important. Alors il s'appelle Bougie, la perle de l'Afrique du Nord. On peut retrouver l'histoire de Béjaïa partout en fait. Mais il y a eu aussi Leonardo Fibonacci. Oui. Fibonacci qui est révolutionné, on va dire. S'attarder sur lui aujourd'hui. Ouais, enfin, c'est lui le personnage principal de ma rubrique aujourd'hui. C'est Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'il a popularisé les nombres indo-arabes, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui. Ben, lui, c'est grâce à lui que le monde les utilise aujourd'hui. Fibonacci, c'est un Italien, bien sûr. Il est né à Pise. En réalité, il s'appelle Leonardo Pisano. Son nom a été défié. C'est le fils de... Son père s'appelait Guillermo Fibonacci. Il était douanier. Enfin, il travaillait dans les douanes à Béjaïa. Et il a fait venir son fils, Leonardo, très jeune, pour faire son éducation à Béjaïa. Et lui, quand il est allé là-bas, il a commercé surtout et il a popularisé les chiffres. Il a surtout écrit un livre à la suite de ça, Liber Apache. J'ai du mal à le prononcer en italien, il faut le dire. Donc c'est un livre de mathématiques qui est utilisé. Ce qui est important, c'est que Fibonacci a inventé des chiffres, une suite de chiffres qui a révolutionné le monde et qui est encore utilisée de nos jours. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans la bourse, dans les finances, dans l'analyse financière, utilisent la suite de Fibonacci. Et nous sommes en train de découvrir ces manuscrits là. Oui, c'est le Liber Abache, voilà, qui est encore utilisé de nos jours. Pour te dire, c'est parti de Béjaïa, quoi. Donc c'est vraiment un pôle très intéressant. J'ai fait un
Toi, tu dis que c'est un reportage. C'est un reportage, Petite oui. présentation de Fibonacci. On y va, on va la si tu découvrir. veux, si tu veux. Bah oui, bien sûr que je veux. Et comment? Donc Samira Hadjamar, à chaque fois, elle partage en images avec nous tous les sujets qu'elle choisit. Voilà. Et aujourd'hui, donc ça va être une présentation de Fibonacci, Très bien. petit avec un commentaire. J'aimerais bien aller sur place pour le faire. Oui, pourquoi pas, Voilà. très bientôt. Allez, on y va. Donc, présentation. Donc, c'est un reportage que Samira Hadjamar a fait sur Fibonacci. On se retrouve juste après. En bordure de la Méditerranée, à 220 km à l'est d'Alger, Béjaïa, Oubgaït ou encore Bougie, royaume d'histoire, comptoir de civilisation, Béjaïa, cité d'or pour les sciences, route empruntée par Ibn Khaldun, Ibn Arabi ou encore Léon l'Africain. Au XIIe siècle, Béjaïa connaît un essor phénoménal. Elle devient l'une des cités les plus prospères du bassin méditerranéen. Mais surtout, Béjaïa a joué un rôle très important dans la diffusion en Occident des chiffres arabes et des savoirs mathématiques. Et cela, nous le devons à Leonardo Fibonacci, ou plutôt Leonardo Pisano. De Pise, en Italie, là où il est né, vers 1175. Fibonacci, fils de Bonacci, a été appelé par son père, marchand et notaire des douanes, à Bougie, pour parfaire son éducation et surtout étudier les travaux algébriques du persan El-Khawarizmi. Il l'a initié à l'art du calcul indo-arabe. Leonardo s'illustre avec une créativité scientifique et artistique, avec un ouvrage qui a composé l'histoire du calcul. En 1202, Leonardo produit Liber Abaci, un traité sur les calculs et la comptabilité fondé sur le calcul décimal, à l'époque où tout l'Occident utilise encore les chiffres romains. Fibonacci, dans la documentation sur sa vie, reste à découvrir, est reconnu de nos jours pour la suite qui porte son nom. À la page 124 du Liber Abaci, il est transcrit la suite de Fibonacci. L'encart, à droite, présente 13 premiers chiffres d'origine arabe. Fibonacci est le premier grand mathématicien de notre ère. Sa suite de nombres a donné lieu à tant de mystères, de mystiques et de musique composés à partir de ces nombres. Tant de choses ont été dites, pourtant tout reste à découvrir et tout reste à faire pour retracer la vie de cet homme qui a bouleversé l'ordre établi depuis l'Antiquité des chiffres. Voilà, donc ça a été une présentation de Fibonacci que Samira Hadjamar nous a faite. Alors, Samira, donc là, nous avons un petit peu plongé en ta compagnie au XIIe siècle. Là où Fibonacci donc, a vécu à Béjaïa. Alors, la question qui me vient à l'esprit, tu en avais d'ailleurs parlé dans ton reportage, est-ce qu'il y a quand même assez de documentation, est-ce qu'il y a quand même assez d'archives qui nous renseignent un petit peu sur la vie de ce mathématicien et le travail rigoureusement en fait qu'il avait fait? Son travail s'est traduit par des ouvrages. Donc, comme on a vu dans la présentation, il y a le Liber Abaci, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait plusieurs ouvrages. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Liber Abaci, on retrouve les chiffres, comme je l'ai dit, à la page 124, on retrouve les chiffres indo-arabes, les chiffres qu'on utilise actuellement. Voilà. Lui, il est venu très petit à Béjaïa, à la demande de son père. Il était à Pise, où il est né. Il est venu à Béjaïa. Le problème de l'époque, c'est que les gens continuer à faire du commerce, enfin les calculs on va dire, avec les chiffres romains. Donc on va dire que Fibonacci n'a pas inventé les chiffres, enfin la suite de chiffres qu'il a fait, puisque les Romains déjà, les Grecs déjà utilisaient des formules comme ça. C'est comme pour le nombre d'or.
il y a une association entre le nombre d'or et Fibonacci. Bon, je vais te le dire sincèrement, je suis nulle en maths, mais pour le personnage, je pourrais pas t'expliquer exactement ce que c'est, mais il a inventé cette suite de nombres, de chiffres, qui est en forme de spirale qu'on peut retrouver dans la nature, par exemple, comme pour les ananas, comme pour les pains de pommes, comme pour les galaxies, tu vois, qui sont en spirale. Et tout ça, lui, il l'a traduit en chiffres, en fait. Voilà. On le retrouve aussi dans le cactus. En général, sa suite, comme pour le nombre d'or, est associée à des qualités esthétiques. En fait, c'est des parties qui forment le tout, et qui, selon des proportions, et qui définissent la beauté. On peut le calculer aussi sur le visage. On prend une personne, on peut définir si ses formes, en fait, avec ce rapport, ce masque en calcul, on va dire, est esthétiquement jolie ou pas. Enfin, bref, tu commences à me perdre, Samira. Oui, moi aussi, je m'y perds. En tout cas, voilà. Dali, Botticelli et Corbusier se sont inspirés aussi de cette suite numérique dans leurs œuvres artistiques, pour te dire, voilà. On devrait peut-être expliquer c'est quoi le chiffre. Je ne sais même pas où je l'ai noté. Je m'y perds, donc voilà. Donc, juste pour donner l'explication, la règle, à l'exception des deux premiers chiffres, chaque terme de la suite est égal à la somme des deux termes qui le précèdent immédiatement. Et ça nous donne 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Peut-être qu'il aurait fallu ramener un mathématicien. Je le ferai. J'irai à Béjaïa et je travaillerai avec... il y a une association là-bas, RNIMAB, qui travaille sur ça. Il y a aussi à Béjaïa une promenade qui a été du côté du front de mer, il y a une promenade qui a été surnommée Leonardo Fibonacci. Voilà. Très bien. Voilà, il y a un tas de choses à dire. Il y a un tas de choses à dire. Voilà. Alors, donc la prochaine fois, quand tu iras à Béjaïa, tu nous expliqueras mieux peut-être la suite des nombres. Je ramènerai des maths. Surtout, je ferai appel au service de mathématiciens. Plus qualifiés et plus... Moi, je suis une littéraire, c'est pas un secret. Ouais. Moi, j'étais scientifique, mais les maths, c'est quand même... Il y a quand même quelques années, mine de rien. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mysticisme, de spiritualité, d'artistique qui entoure cette suite donc de chiffres. De Fibonacci est un personnage très intéressant. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a vécu chez nous, il a vécu à Béjaïa. Et il a même donc facilité un petit peu les mathématiques. Il a drôlement fait avancer les mathématiques dans le monde, pas qu'en... Exactement. Pas qu'avec les chiffres arabes, voilà. En géométrie aussi, il y a plein de choses à dire. Voilà, merci beaucoup. Samira, on te retrouvera samedi prochain. Inch'Allah, merci. Très bien. Moins de chiffres, s'il te plaît. Pas de chiffres du tout. Moins de chiffres. J'espère. Voilà, alors, donc, comme je vous le disais ce matin, aujourd'hui, au niveau de Béchar, il va y avoir le forum donc, de l'Académie de la jeunesse algérienne. Et nous avons par Skype avec nous ce matin, donc, M. Ahmed Issaad, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Marhaba. Bonjour madame, bonjour vos téléspectateurs. Marhaba, alors vous êtes le vice-président de l'Académie de la jeunesse algérienne et donc en ce moment vous êtes à Béchar. Alors aujourd'hui il va y avoir, donc ce sera le premier jour du forum donc national, pour problématiques sécuritaires. Donc vous n'êtes pas à votre premier forum, mais cette fois-ci ça va être un petit peu exceptionnel. Oui, effectivement, l'Académie de la jeunesse algérienne, c'est une association juvénile, une association nationale. On organise le premier forum national intitulé « Le rôle des institutions de la société civile et des médias dans l'activation du partenariat communautaire afin de sensibiliser la conscience sécuritaire pour faire face aux défis régionaux ». Donc c'est ça le thème de ce forum national. À la présence du conseiller du président de la République, M. Nazir Brandan, en charge de le mouvement associatif et communauté nationale à l'étranger. Aussi, il y a la participation de plusieurs associations juvéniles, organisations étudiantines et personnalités nationales, des médias bien sûr, parce que l'intérêt c'est le sujet. Donc, le sujet, c'est très important. On essaye de dialoguer ensemble avec les partenaires des médias.
dans le cadre de mettre une plateforme, une feuille de route, comment trouver des solutions face aux défis régionaux et beaucoup plus sécuritaires. Alors, les défis régionaux et sécuritaires donc, sont nombreux. Quelles sont les thématiques que vous avez ciblées pour cette fois-ci? Quelles sont les thématiques, les axes que vous avez ciblés pour ce forum? Nous avons plusieurs axes. Donc, je vais un petit peu éclaircir qu'est-ce qu'on va faire la matinée et puis l'après-midi. Donc, la matinée, c'est partagé en deux. La matinée, il y a les séances de dialogue. Les séances de dialogue, là où il y a les interventions des spécialistes, des professeurs de l'université, des docteurs et des personnalités politiques, plutôt nationales, spécialistes en sécurité. Ça, c'est pour la première partie qui se déroule cette matinée. Donc, je vais vous citer quelques axes ou bien quelques thèmes. Donc, premier thème ou bien première intervention, c'est les défis régionaux et le partenariat communautaire présenté par M. Dr Mizab, c'est un spécialiste en sécurité. Le sujet ou bien le thème, c'est la lutte contre le terrorisme et les conflits et le trafic. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, trafic d'immigration clandestine et tout ça. Donc, deuxième sujet, c'est le fake news, ou bien les fausses informations qui se déroulent dans les médias, présentées par Dr Harshawi. Donc, nous avons aussi, côté communication et information, présenté par M. Dr Ben Issa aussi. Donc, ça, c'est pour la matinée. Donc, les interventions des spécialistes pour cette matinée. Deuxième partie, l'après-midi, ça va être des ateliers. Des ateliers, donc deux grands axes, le rôle de la société civile et le partenariat communautaire, là où il y a trois ateliers. Deuxième axe, deuxième sujet, c'est les médias, le rôle des médias dans la sensibilisation à la conscience sécuritaire. Donc, ce sont les deux grands axes ça va se dérouler pendant la matinée et les ateliers de l'après-midi. Alors, Monsieur Issad, ce forum, donc, vous avez invité des spécialistes dans les différents axes que vous avez donc tracés pour cette fois-ci, mais finalement, tous ces ateliers sont destinés à qui? Qui peut participer à votre forum? Oui, nous avons invité plusieurs professeurs de l'université, des docteurs académiques, des associations dans ce cadre-là. Donc, le forum, ça va clôturer cette fin après-midi. Je souhaite qu'on peut faire passer le message à nos partenaires. Aussi, ça va être finalisé par une plateforme, une feuille de route qui va être mise à la disposition des institutions de l'État. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, je rappelle, Monsieur Ahmed Issad, vous étiez avec nous à partir de l'université de Béchar. Donc, vous êtes au niveau de la wilaya de Béchar. Vous êtes le vice-président de l'Académie de la jeunesse algérienne. Et aujourd'hui, donc, il sera question du Forum national sur la question sécuritaire, donc le rôle des institutions de la société civile et des médias dans l'activation du partenariat communautaire. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et on vous souhaite beaucoup de succès pour cette édition. Samira, merci beaucoup. Merci. Donc on te retrouvera la semaine prochaine avec beaucoup moins de chiffres. Absolument, je suis d'accord. Merci beaucoup. Et on continue. Ce sera une pause musicale que nous vous proposons à présent en compagnie de Massi. Et on se retrouve juste après. Et Miss Béjaïa. Et parmi nous ce matin, il s'agit de Ranida Zidani. Ranida, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. D'abord, Ranida, félicitations pour cette belle distinction. Merci. Voilà. Alors Ranida, d'abord parlez-nous un petit peu de votre participation. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? C'était une très belle expérience pour moi. C'était vraiment magnifique. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment vous est venue l'idée de participer à cet événement. Pour moi, c'était un rêve d'enfant qui se réalise grâce à ma persévérance et le soutien et l'encouragement de mes parents que
j'ai avancé, j'ai participé à ce concours. D'accord. Alors, comment vous avez eu l'idée de ce concours? Qui c'est qui a organisé ce concours? C'est Madame Mezouk, l'association Femmes culturelles, Femmes actives, et en collaboration avec l'APC de Béjaïa. Et c'est tout. Elle a été difficile? Le concours a été difficile? La concurrence, ça a été difficile? Non, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment une expérience inoubliable. Alors, justement, vous étiez combien au départ? Au départ, on était 32 candidates. Quand même. Oui. 32, c'était, il y avait quand même une pression, n'est-ce pas? Oui, mais c'était un peu difficile pour les candidates qui étaient avec moi, mais c'était avancé avec le casting. On a fait des 32 candidates et après, on a 12 candidates. Ont été sélectionnées. Ont été sélectionnées pour le concours Miss Inair. Et voilà. Et donc vous avez eu donc le titre de Miss Béjaïa Inair. De Miss Béjaïa Inair. Ça a pris combien de jours? C'était depuis mars quand même. 2020. Quand même, ça remonte à quelques mois. C'était prévu pour le Miss Béjaïa. Après, c'est... Après, peut-être avec la conjoncture, avec la Covid. Donc, ça a été un petit peu décalé à Inair. Quelles étaient les activités que vous avez faites durant ce concours? On a fait le jacuzzi, on a fait des sorties avec la présidente. On a fait beaucoup d'activités. Voilà, votre robe est très belle. Elle est très belle, justement, votre robe. Et donc, c'est une robe traditionnelle, hein, il faut dire. Donc, c'est une robe qui n'a pas été vraiment modernisée, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de votre robe. Je suis déjà fière de la porter. Elle vous va très bien, en tout cas. Vous la portez magnifiquement bien. Merci. La robe kabyle, c'est une fierté. Pour moi, je peux la mettre où je veux, l'université ou bien, je ne sais pas, un peu partout. Ça a été une robe qui a été cousue spécialement pour cette occasion, ou c'est quoi un petit peu l'histoire de la robe? Je l'habille aux occasions et ici au plateau. C'est une robe, c'est avec cette robe-là que vous avez participé donc à ce concours? Oui, c'est avec des robes kabyles. D'ailleurs, c'est Madame Naïma Mjnoun qui les a fait. Alors justement, il y a eu quelques photos qui ont défilé, que nous avons pu voir sur votre participation un petit peu à cet événement. Parlez-nous donc du jour de la distinction, le stress que vous avez vécu à ce moment-là, en attendant les résultats, et lorsque le résultat est sorti. Au début, j'étais un peu stressée. Juste un peu? Un peu stressée. Mais après le résultat, j'étais vraiment contente. Malgré que les candidates sont toutes belles. Ah, j'imagine, oui, certainement. Elles sont toutes belles, intelligentes. Mais je suis élue comme Miss Béjaïa Inair. Et ça vous va parfaitement Merci. bien. Vous êtes très jolie, vous portez magnifiquement bien votre robe. Alors justement, Lanida, vous nous avez parlé un petit peu de toutes ces candidates qui sont très belles, qui sont donc intelligentes. Alors quels sont justement les critères de sélection? Quelles étaient un petit peu les conditions qu'on vous a posées déjà pour participer à ce concours, pour s'inscrire déjà à ce concours et puis à la fin être élue Miss Béjaïa? Il faut d'abord avoir une beauté de l'intérieur,
avant. Qu'est-ce qu'on appelle une beauté de l'intérieur? Qu'elle soit intelligente, humaine, sociable, une On vous fait des femme tests par rapport à cultivée. ça? Oui. Par exemple, quel test on vous fait pour ça? Nous... Parce que c'est difficile quand même de connaître une personne comme ça. On a fait... c'est la présidente et nous a fait un énorme de questions à propos de la culture générale. Même on a fait beaucoup de... Donc ça c'est pour la culture Oui. générale. Et on a fait des volontariats aussi. Ah c'est bien, Oui. Voilà. C'est très bien. Volontariat, vous avez fait quoi par exemple? On a fait de... Vous avez planté des arbres? Oui, vous on a avez... planté des arbres. Et on participe généralement à tout le... Donc finalement, c'est pas que juste un concours de beauté, hein, mais Non. c'est aussi un concours très humain, un concours qui apprend un petit peu le vivre ensemble. Donc il y a beaucoup de valeurs qu'on apprend à travers ce concours. Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors qu'est-ce que vous retenez le plus de ce concours? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Mis à part votre belle distinction, bien sûr. C'était vraiment une expérience que je ne vais jamais oublier. C'était même les filles, les candidates qui sont qui ont participé à ce concours. Elles étaient toutes belles. On était des amies. Alors, vous ne connaissiez pas auparavant? Vous avez fait connaissance oui, durant la... Très bien. Donc vous allez être Miss Béjaïa pendant une année, c'est ça? Pendant une année, et ensuite il va y avoir un autre Béjaïa Naïr, et ensuite il va y avoir un autre concours l'année prochaine. Et vous allez parrainer, bien entendu. Vous allez encadrer des filles qui vont aussi s'inscrire pour l'année prochaine. Oui. Vous avez hâte, j'imagine? Je suis vraiment hâte. Très bien, très bien. Alors j'imagine que c'est une très belle expérience pour vous. Vous avez quel âge? 19 ans. Ah, toute jeune. Et ben voilà, ça commence bien. Alors, la vie commence très bien à 19 ans avec cette belle distinction. Et ben Ranida Zidani, on vous souhaite beaucoup de belles réussites. On vous dit félicitations donc, pour cette belle distinction et beaucoup de belles choses donc, durant cette année. On vous retrouvera probablement l'année prochaine avec la prochaine Miss. On va voir un petit peu comment vous avez vécu l'année. Inch'Allah. Pourquoi pas. Un dernier mot avant de se quitter, Ranida? Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Je tiens à remercier l'association culturelle Femmes Actives et mes parents, bien sûr, qui m'ont encouragée à participer à ce concours. Et Madame Imloul et Monsieur Hamza Yousfi et tous qui m'ont aidé à participer à ce concours. Merci. Ah ben, voilà, très bien. Donc on vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette année. Merci. Et puis pour l'avenir aussi. Donc c'était une très belle expérience. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Ranida Zidani, vous avez été élue Miss Yedaïr Béjaïa pardon, pour l'année 2020-2021. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et donc là, on continue l'émission. Et là, ça va être un portrait que nous vous proposons auquel Badia Amarni s'est intéressé. Il s'agit donc d'un artiste de Skikda. Il s'agit de Fatah Rouana et on se retrouve juste après. Ambassadeur du Malouf en Algérie, natif de la ville de Skikda, Fatah Rouana, violon en main, est allé sur les traces du maître incontestable du Malouf, le regretté Mohamed Tahar Fergani. Et après, à un moment donné, je me suis branché sur le... J'ai écouté une fois sur la télévision Mohamed Tahar Fergani, que Rabbi Rahmo, c'est notre idole. Là où je me suis inspiré de Mohamed Tahar Fergani, dit عليه, c'est-à-dire où j'ai pas comment dirais-je ما تخليتش على الباتريمون تاعنا جامي دخلت فيه آلات تقليديه toujours في la tradition le violon جواق luth et mizane et tar. D'une grande famille artistique, notre chanteur est passionné de la musique depuis son jeune âge. J'ai commencé mon parcours في الرياض الأندلس. J'ai fait beaucoup de festivals à Constantine, j'ai participé à Alger, le Qli'a, beaucoup de festivals.
منها هي je me suis présenté une fois à Constantine, je me suis présenté pour ils ont fait un hommage à Omar Chaqleb et dans le concours Haouzi Mahjouz. Alors à ce moment j'ai eu un premier prix à Constantine في الحوزي والمحجوز. Après j'ai eu un éditeur qui m'a appelé, j'ai fait actuellement 6 albums. Style arabo-andalou avec des sonorités flamenco, la musique de Fatah Rouana, véritable plaisir à Louis. Son ambition, créer une association pour préserver ce legs ancestral et le transmettre aux générations futures. Et nous restons donc avec le violon, place au violon. Ça va être avec un jeune Walid Medjadji. Bonjour Walid. Bonjour à vous et Marhaba. bonjour à nos téléspectateurs. Alors Walid Medjadji, vous êtes violoniste et vous êtes membre de l'association Al-Gharnatia. Oui. N'est-ce pas? Et Voilà. donc avant de parler de votre album, donc votre premier album que vous avez, édité, que vous avez enregistré, c'est votre premier album et c'est pas le premier pour Al-Gharnatia. C'est le 12e album de l'association. De l'association et le premier. Donc vous concernant, on va revenir dans un petit moment sur cet album. Mais avant cela, quelle est un petit peu votre histoire avec le violon? Enfin, l'histoire avec la musique andalouse, j'ai commencé la musique à Al-Gharnatia en 2009. Et En 2009, vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans, Voilà. ouais. Et j'ai choisi le violon parce que tout simplement c'est un instrument universel. C'est un instrument riche. On peut jouer. C'était votre choix? Oui, c'est mon choix parce que le violon on peut jouer à tous les styles de la musique andalouse, la musique andalouse, la musique arabe, parce qu'on peut jouer même les mélodies, le quart de note, le huitième de note. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez fait du chemin depuis et vous avez donc enregistré votre premier album. Parlez-nous de cette expérience. Enfin, j'ai commencé le Gharnatia pour apprendre la musique andalouse plusieurs étapes jusqu'à la classe supérieure. Et j'ai commencé les interprétations des petits morceaux avec l'association, avec l'orchestre dans les festivités, enfin, dans le territoire national et l'échelle internationale aussi. Jusqu'à que l'association m'a donné cette chance de réaliser mon rêve et d'enregistrer ce CD. Voilà. Voilà. Il faut dire, Walid, que par la même occasion, vous êtes étudiant. Oui. Donc vous avez très bien conjugué, on va dire, votre vie estudiantine et votre vie d'artiste. Voilà. Enfin, c'est pas difficile de faire... De joindre les deux. Voilà. C'est pour... enfin, باش توفر بين القراية بين aussi la musique. Alhamdoulilah. Vous êtes étudiant en quoi? J'ai un master en droit constitutionnel et je prépare aussi un magistère en droit international aussi. Voilà, comme quoi on peut être très instruit et par la même occasion un grand artiste. Inch'Allah. 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 Alors, donc, pour votre album, donc, ça a été des reprises ou ça a été des compositions? Enfin, des reprises, bien sûr, Torat, avec de nouveaux arrangements. Et j'ai choisi, enfin, j'ai partagé le CD à 3 programmes pour essayer de toucher toutes les écoles de la musique andalouse du Grand Maghreb, pas seulement l'Algérie. Un peu de Melouf, un peu d'Algérois, enfin Tlemcen, Mouchahat Andalousia et le Marocain. Voilà. Et ben voilà, donc on va écouter un petit extrait donc, de la 5e piste de votre album. Il s'agit de Khlas. Yanes Jaratli Al-Gharaïb. Voilà, on va écouter un petit extrait. والله قد
c'était donc un extrait du premier album, du nouvel album et le premier album de Walid. Alors Walid, vous n'êtes pas que musicien, mais vous êtes aussi chanteur. On vous a écouté, on vous a entendu chanter donc, dans cet extrait. Bien sûr. Enfin, j'ai commencé le chant depuis la classe chorale. Et maintenant, je suis un membre de la classe supérieure et aussi un professeur de la classe moyenne. Voilà, ah, vous avez fait du chemin, Walid. Hein, oui, depuis. Oui. Voilà. Alors justement, là, vous êtes professeur, donc c'est très bien au niveau de l'association. Alors, vous me tendez la perche un petit peu pour parler de l'association, parce qu'il est clair que pendant cette conjoncture sanitaire, toutes les activités donc, ont été suspendues. Qu'en est-il un petit peu de la reprise, cette fois-ci, des cours au niveau de l'association Ramnatia? Enfin, on a repris les cours après presque une année d'absence à cause du Covid. Vous avez repris? On a repris cette semaine avec les mesures sanitaires, après le décret de Madame la Ministre. Avec les horaires, on a un peu changé les horaires de 17h30 à 19h. Et voilà, on a commencé tout doucement. Inch'Allah, ça va être... Alors, vous savez, Walid, nous avons notre ingénieure de son, Zahra, qui est en régie. Oui. Elle est fan de tout ce qui est musique très fine, musique universelle, très particulièrement de violon. Alors, vous êtes en train de parler, elle est en train d'insister pour que vous lui jouez un morceau rien que pour elle. Eh oui, bah, pas de problème. Voilà. Ah bah merci. Voilà, Zahra, rien que pour toi. Zahra, notre ingénieure du son, j'imagine qu'elle a beaucoup apprécié Atek Sahawali. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, elle vous remercie. Elle a beaucoup apprécié. Voilà, vient de me dire qu'elle a beaucoup apprécié. Donc, on va revenir un petit peu sur les cours que vous dispensez donc, au niveau de l'association Ramnatia. Donc, ça commence à partir de quel âge? La classe chorale, ça commence par 7 ans. Voilà, 7 ans. Après, c'est la classe élémentaire. Oui. L'instrument, la mandoline ou la guitare. C'est eux qui choisissent ou c'est vous qui les orientez? Non, c'est les élèves. C'est les élèves. Voilà. Ils ont déjà un penchant au préalable pour un instrument particulier. Voilà. Juste vous les encadrez. La mandoline et la guitare, les autres instruments après. Enfin, voilà. Parce que la mandoline ou la guitare, c'est des instruments de base. De base. Voilà. Très bien. Oui. Voilà, et donc là, avec la reprise, donc, les enfants reprennent convenablement, normalement, avec cette coupure? Oui, enfin... La coupure a été quand même un peu difficile, hein? C'est ce qu'on dit, Walid, on dit que l'instrument n'est pas fidèle, donc si on ne joue pas pour un moment donné, on risque d'oublier un petit peu. Bien sûr. Et donc ça a été comment la reprise, justement, avec les enfants? Enfin, la reprise, c'est les quelques morceaux qui ont été faits. Révision. Voilà, c'est une révision pour un mois ou là. Après, on va faire des nouveaux morceaux, voilà, de la Nouba. Inch'Allah. Alors, Walid, ça c'est votre premier album. Oui. Alors, quand on commence, généralement, on ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Bien sûr, Inch'Allah. On ne s'arrête pas, surtout quand ça fait, dès le départ, beaucoup de succès. Généralement, on ne s'arrête pas, ça nous donne toujours envie d'aller de l'avant. Voilà. J'imagine que vous êtes une personne très persévérante, on va dire. Vous êtes persévérant et vous voulez aller de l'avant. Peut-être d'autres projets dans le monde musical? Enfin, Inch'Allah, oui. Et là, justement, nous sommes en train d'écouter en sourdine la 4e piste. Hein? La 4e piste, voilà.
C'était un morceau Melouf avec un nouveau arrangement. Voilà. Je remercie toute l'équipe, tous les musiciens qui ont participé à CD. Pour les autres projets, Inch'Allah, un clip, pas seulement l'interprétation, peut-être des recherches pour la musique andalouse, dans l'histoire, l'académique, la musique, Inch'Allah. Alors, d'autres projets avec l'association, mis à part l'enseignement? Donc ça, c'est pour vous, donc projet personnel, mais avec l'association. Après l'ouverture des salles de spectacle, on commence avec la soirée, Inch'Allah, de promotion. Et après, on a le festival l'Indio chaque année, Corée andalouse. Inch'Allah, il y aura d'autres projets. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup Walid d'avoir été parmi nous ce matin. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci beaucoup. Donc pour tout ce que vous allez entreprendre, on ne va pas vous lâcher juste comme ça. Peut-être un dernier morceau que vous allez jouer pour nous avec votre violon. Oui, bien sûr, bien sûr. Ingénieur du son a très vite reconnu le morceau. Vous nous avez emmené du côté de l'Égypte avec la diva Umm Kulthum, c'est ça? C'est un morceau d'une chanson Nahr al-Khalid de Mohamed Abdel Wahab. Mohamed Abdel Wahab, voilà. Merci beaucoup Walid pour ce beau partage. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, une très belle continuation de ce que vous allez entreprendre. Et à très bientôt, Inch'Allah. Et on continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Meissa. Meissa, elle, qui a choisi pour cette thématique cette fois-ci comment apprendre et l'importance de l'apprentissage des langues étrangères aux enfants. Mais avant de recevoir Meissa, un petit flashback, un petit rappel d'une émission qui était diffusée sur la chaîne de l'EPTV il y a quelques années de cela, une émission qui avait pour objectif l'apprentissage de la langue anglaise. Je vous laisse voir cet extrait, on se retrouve juste après. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Good morning. Good morning. Et de retour sur le plateau, c'était donc un extrait de l'émission Follow Me pour l'apprentissage des langues. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait Meissa avec nous, mais là c'est une petite anglaise, j'ai l'impression qu'elle est avec nous, je ne la reconnais pas. Good morning. Good morning, Norhuda. Good morning, Algeria. How are you? I'm fine, thanks. Welcome. Tu vas bien, Meissa? J'ai failli ne pas te reconnaître ce matin. Pourtant, c'est toujours moi. Eh ben oui. Voilà, pourtant c'est toujours toi, toujours avec des tenues super intéressantes, des sujets super intéressants. Mais là, ça va être d'une importance capitale. Exactement. Le sujet que tu as choisi pour aujourd'hui. Oui, car aujourd'hui, nous allons parler de comment initier à l'enfant donc l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais juste avant, j'aimerais bien te dédier
une petite chanson, À juste moi pour toi. Oh Oui. là là, je suis gâtée de beau matin. Donc, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Nol Huda, happy birthday to you. Allez, c'est ça. C'est ça. Joyeux anniversaire. Au lieu de penser à cette idée. Ouais, Eh vous bien. savez, c'est très difficile lorsqu'on est présentateur et on le fait souvent avec les autres, mais quand c'est nous, c'est un peu difficile. Oui. Bah écoute, tu m'as fait pleurer, hein, franchement. C'est la petite surprise du jour. En plus, je m'attendais même pas. Je pensais que tu allais interpréter une chanson Et non. pour l'apprentissage. Eh bien non, ça serait juste après. De toute Voilà, façon. bah merci Donc, beaucoup, Meïssa. Vraiment, merci à toi. Ça de m'a rien, y a vraiment pas de touchée. problème. Merci beaucoup. Ok, donc on commence. Oui. Va falloir que je me remette un petit peu des émotions Oui. là. Alors, apprendre les langues étrangères à votre enfant peut lui apporter beaucoup de bienfaits et d'avantages. En effet, cela lui permettra de développer alors sa curiosité sur l'international, d'acquérir une ouverture d'esprit et donc augmenter sa capacité d'adaptation dans des situations donc qui ne sont pas toujours familières à lui. Sans oublier qu'il lui permettra aussi de voyager dans d'autres pays facilement lorsqu'il sera grand. Alors oui, tout ça car votre enfant est au top de sa capacité d'apprentissage. Plus vite, plus tôt il apprendra et plus tôt il aura des chances d'être bilingue ou plus. Au plus, oui. Oui. Donc, alors justement, là, tu as parlé de quelque chose qui est très important, c'est la capacité de l'enfant de l'apprentissage. Alors, on dit que l'enfant est comme une éponge. Exactement. En fait, il peut absorber beaucoup de belles choses, beaucoup d'informations. Surtout quand il est très jeune. Surtout quand il est très jeune. Exactement. Alors, il y a eu quelques études scientifiques qui ont prouvé même qu'un enfant, à partir de 2-3 ans, il pouvait apprendre jusqu'à 8 langues étrangères. Donc, alors, investissez avec vos parents. Effectivement, oui, Voilà. exactement. Mais pour ça, il faut quand même quelques conseils. Exactement. N'est-ce pas? Et tu vas nous donner quelques conseils. Exactement. Pour comment initier votre enfant à l'apprentissage. Parce qu'il faut que ça se fasse quand même de façon pédagogique. Exactement. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques conseils afin de faciliter la tâche. Alors, nous commençons alors. Parler plusieurs langues à la maison permet à votre enfant de s'habituer à différents sons. C'est un réel avantage. Alors, plus tôt il sera habitué et plus tôt il pourra les intégrer naturellement. Utilisez par exemple les langues, des différentes langues dans plusieurs moments dans la journée, le matin, lors du repas, etc. Vous pouvez aussi lui montrer, lui apprendre certains noms d'aliments. Vous pouvez aussi cuisiner des plats étrangers pour faire connaître les cultures étrangères. Vous pouvez aussi donc utiliser un globe terrestre pour faire connaître les pays dans lesquels cette langue est pratiquée. Donc tout ça sans pour autant rendre la chose sérieuse. C'est au fait joindre l'utile à l'agréable, Exactement. jouer tout en apprenant finalement. Car il faut savoir que les langues étrangères s'apprennent bien mieux en s'amusant. Alors comme le globe terrestre Qui a l'air d'être interactif, Meïssa. Oui, il est interactif, donc alors je vais juste l'allumer donc Voilà, avec je le te petit laisse faire. stylo. Ben voilà. Voilà, oui. Pour commencer à jouer, touche un pays ou choisis une catégorie. Alors, par exemple, donc, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez, on peut élargir nos connaissances. Donc, regardez, par exemple, allez, on va prendre la langue. Langue. On va prendre, allez, l'Algérie. En Algérie, on parle arabe. Vous voyez, donc après, il y a Voilà. plein, donc on peut trouver les produits typiques, les fuseaux horaires, l'hymne national, curiosité, dans tout ce qu'on veut, le continent. Eh bien, c'est très bien pour élargir nos connaissances et surtout, eh bien, s'enrichir et connaître les cultures d'autres pays. Voilà, Car l'enfant,
Donc, quand il commencera à apprendre la langue, il sera forcément concentré et intéressé par les cultures de cette langue. Alors, de ce pays, pardon. Alors, deuxième astuce, lui faire écouter de la musique. Alors, il n'y a rien de mieux que de la musique. Même pour les adultes, tu sais. Exactement, oui. Même pour les adultes, on les conseille d'écouter de la musique. Exactement, il n'y a rien de mieux que la musique pour faire marcher la mémoire. Alors, c'est l'avantage de la musique avec ses paroles et sa musique. Donc choisissez des chansons de plusieurs langues, anglaises. Je ne l'ai pas éteint. Oui. Donc à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Donc choisissez, comme je vous l'ai dit, de plusieurs chansons avec différentes langues, anglaise, espagnole, française. Eh bien, vous verrez que si votre enfant est intéressé par ce qu'il entend, il commencera à chanter la chanson et retiendra certains sons et mots de la langue en question. Alors avant, c'était plutôt les 45 tours des Beatles, hein, dans le Bouddha, oui. Et comment? Oui. Et comme la légende qui ne meurt jamais. Exactement, oui. Et donc, mais maintenant, c'est plutôt, il existe différentes plateformes pour écouter des cantines, des chansons, tout ce que l'on veut dans toutes les langues. Effectivement. Oui, alors, troisième astuce, lire une histoire écrite dans une autre langue permet donc à votre enfant de stimuler et plutôt donc avant de s'endormir permettra à votre enfant de mieux apprécier la langue en se concentrant sur ce que vous racontez. Ainsi, donc en plus, oui, il peut dans le sommeil qui suivra, il l'aidera donc à assimiler le sommeil, l'aidera à assimiler les mots entendus. Effectivement. Alors c'est très intéressant pour ce qui est des histoires, mais ça parce que il y a beaucoup d'histoires qui sont très intéressantes, qui sont adaptées par la suite au cinéma et traduites sur plusieurs langues. Harry Potter, par exemple, qui est donc l'histoire la plus vendue déjà, la plus vendue dans le monde. Oui, et puis, donc un enfant, il peut le lire en français, en arabe, il peut le lire en anglais, de regarder le film aussi en plusieurs... oui, en espagnol, tout. Voilà, donc comme les livres que je vous ai ramenés aujourd'hui, donc voilà, Mr. Big. Voilà, donc c'est des petites histoires. Ici, c'est un livre de poèmes. Donc c'est très bien pour les petits enfants qui veulent apprendre l'anglais. Alors, j'ai ramené des livres en anglais. Voilà, donc, alors, quatrième conseil, vous pouvez aussi regarder des dessins animés étrangers ou des films, est une façon idéale pour apprendre une nouvelle langue. Alors, tout le monde sait que les enfants adorent regarder les dessins animés et donc le faire dans une autre langue est une façon de les stimuler et de transformer la langue dans ce passe-temps en un moment d'apprentissage. Voilà, donc ce qui est bien aussi avec les dessins animés, c'est que la prononciation est toujours plus claire, et que la façon de parler est facile à comprendre, etc. Plutôt que des dans mots les films. simples, des phrases toutes simples, courtes. Car le dessin animé est adapté à l'âge de votre enfant, logiquement. Voilà. Et donc les enfants peuvent apprendre aussi avec les films, oui, car les expressions s'utilisent vraiment donc dans les pays auxquels la langue appartient. Aussi les mots donc utilisés sont réels, etc. Donc ils parlent aussi, donc c'est la même. Donc quand on parle par exemple aux États-Unis, les films qu'on regarde en anglais, c'est les mêmes expressions qu'aux États-Unis. Voilà, après pour le meilleur profit, les sous-titres sont un outil très utile, surtout pour les enfants qui savent déjà lire, et les sous-titres donc facilitent la compréhension et la capacité d'écoute et de lecture. Voici pour le quatrième conseil. Maintenant, les jeux. Alors, les jeux pour apprendre en s'amusant. Donc, il existe plusieurs jeux, que ce soit des jeux éducatifs, des jeux vidéo, des jeux sur tablette, des jeux sur des livres, etc. Donc, comme ceux que je vous ai ramenés aujourd'hui. Alors, il y a même des jeux qui nécessitent aucun matériel, comme Jacadi, le fameux Jacadi, qui est un très bon exemple. Oui. Alors,
À votre époque Oui, oui, toujours, D'accord, exactement. Quand très on n'a bien. rien à jouer, eh bien, on joue à Jacadi. Alors, c'est un très bon exemple. Ah, finalement, il y a des jeux qui ne meurent pas. Hein. Oui, toujours. Donc, comme je vais vous donner un petit exemple, Jack says, touch your nose, qui veut dire, Jack a dit, touche ton nez. Voilà, on peut apprendre en s'amusant, eh bien, juste en parlant. Alors, comme ce que je vous ai ramené, donc je vous ai ramené quelques jeux, regardez. Donc c'est une mini tablette donc, qui est très intéressante. On apprend l'allemand et le français. Ah ben voilà. Oui, donc alors on peut apprendre l'alphabet, les couleurs, les chiffres, les nombres, voilà, donc tout ça. Les avec formes, oui. Vraiment tout le béaba quoi. Oui, l'heure, après ça, les enfants. Pardon, donc les enfants sont attirés vu qu'il est tout petit, donc de 9 à 36 mois. Et juste à l'envers ton tableau. Oui, désolé, donc le voici. Alors, je trouve ce jeu très intéressant, très sympathique. Pourquoi? Eh bien, alors... comme vous pouvez le voir, l'enfant eh bien, va manipuler les cartes pour trouver donc un mot, comme ici nous avons noir. Eh bien, selon la carte qu'il a piochée. Voilà. C'est un peu un jeu de société, mais un jeu de société qui va faire, très ludique. Oui, exactement. Et très éducatif. Donc, eh bien, ça améliore l'orthographe de l'enfant, son intelligence et sa stratégie. Et puis même la dextérité des doigts, parce que là, il y a toute une manipulation à faire. Oui, bien évidemment, bien sûr. Voilà. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit pour les jeux. Ensuite, donc, si vous remarquez que votre enfant est assez doué et qui aime bien pratiquer les différentes langues étrangères, eh bien, vous pouvez l'inscrire dans une école spécialisée ou lui faire suivre des cours en ligne. Alors, avant, comme je venais de voir un petit extrait donc, du programme télévisé, exactement, donc Follow Me, oui. Alors, c'était créé aux années 70, à peu près, et donc c'est une petite, c'est des cours donc intensifs pour apprendre l'anglais. Je trouve que c'est très intéressant, oui. Donc voilà pour aujourd'hui. Eh ben, de très très beaux conseils, donc très facile aussi. Donc il suffit juste d'avoir un peu de volonté, un peu plus de temps donc, à consacrer à nos enfants. Merci beaucoup Meissa, on va pas se quitter comme ça, c'est sûr. Merci beaucoup Meissa, merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Vous retrouverez Smaïb Belkaidia demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Il sera donc de Constantine comme chaque dimanche. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Nous allons terminer en compagnie de Meissa. Meissa qui a choisi de nous interpréter une très belle chanson. C'est la chanson, on va dire, l'une des chansons les plus écoutées au monde, l'une des plus belles reprises au monde et peut-être même la chanson qui a été le plus reprise au monde. Exactement, donc je vais vous chanter un petit extrait de la chanson, donc comme tu l'as dit, la plus reprise de toute l'histoire. Voilà, alors je la dédie à toi, donc joyeux anniversaire. Merci beaucoup, vraiment tu m'as gâtée ce matin. Merci, et à ma tante aussi, Samia Belaroussi, qui est maintenant en France, c'est sa chanson préférée. Eh ben voilà, mais sinon on remercie aussi Marwa Toys, c'est le magasin donc, qui nous a permis de connaître quelques stratégies de l'apprentissage des langues avec les jouets. À toi. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something's wrong, no, I long for yesterday. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec